Salut, c'est Dovic de Media Show, j'espère que tu vas bien. Comme chaque nouvelle année, voici la vidéo tant attendue de cette chaîne YouTube, à savoir les tops et les flops 10 des films de l'année 2025. Je tenais d'ailleurs à vous souhaiter une très bonne année qui, je l'espère, sera encore plus prometteuse et généreuse en sortie cinéma, mais également à vous remercier pour votre fidélité en espérant vous voir plus nombreux dans les abonnés sur mes réseaux sociaux. N'hésite donc pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube, mais également à la page Facebook et à partager ces réseaux avec tes proches. Sans plus attendre, commençons par les 10 meilleurs films que j'ai pu voir au cinéma en 2025. Les critiques et les vidéos détaillées apparaîtront dans la description de la vidéo. C'est parti! Commençons avec le top 10, 13 jours, 13 nuits, le nouveau long métrage de Martin Bourboulon. Après deux comédies, Papa et Maman et sa suite, une romance Eiffel, ainsi que le diptyque d'aventure Les Trois Mousquetaires. Adaptation du roman du commandant Mohamed Bida qui retrace une opération d'évacuation réelle à Kaboul. C'est un thriller intense, haletant et terriblement bouleversant. Beaucoup de tension se dégage de ce scénario qui nous tient en haleine jusqu'au dénouement. En effet, cette mission périlleuse est très bien rythmée et nous entraîne sur le terrain pour nous faire vivre la dure réalité de la situation en Afghanistan. De plus, la reproduction de Kaboul est réussie, aussi bien sur les décors que sur les costumes, et la mise en scène est vraiment immersive, bien qu'un brin académique. Les scènes avec la foule sont particulièrement réussies. Enfin, côté distribution, Rochdi Zen et Linda Koudry forment un excellent duo, mais le véritable exploit de ce long métrage, c'est le nombre de figurants pour les séquences de foule, et surtout la crédibilité et le réalisme des scènes avec les talibans. Continuons avec le top 9, Sinners, réalisé par Ryan Coogler, qui s'essaye pour la première fois en 2025 sur le genre horrifique, après Creed, l'héritage de Rocky Balboa, ainsi que les deux films dans l'univers Marvel, Black Panther. Une œuvre hybride qui mêle parfaitement l'horreur au drame et qui raconte intelligemment les conditions difficiles de la communauté afro-américaine du sud des États-Unis. La religion a également une place importante dans cette histoire, et ce, dès l'introduction, avec cet ensemble de croyances appelé Houdou. C'est bien amené et utile à l'histoire. Cependant, l'élément qui permet au film de véritablement se démarquer, c'est la place des vampires au sein du scénario, qui, eux, ne sont pas étonnamment présentés comme des ennemis, mais plutôt comme une échappatoire aux Américains conservateurs. Un point de vue très original. De plus, la mise en scène est soignée avec une bande originale exceptionnelle, aussi bien dans les moments de joie que de souffrance, et permet d'apporter une véritable identité à cette œuvre cinématographique. Enfin, en tête d'affiche, Michael B. Jordan joue un double rôle, à savoir les jumeaux Smoke, et quelle brillante interprétation de l'acteur américain. Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Pour le top 8, nous retrouverons Zootopie 2, et c'est l'un des rares films d'animation qui s'est véritablement démarqué sur le grand écran cette année. En début d'année, nous avions également eu le droit à la folie des Looney Tunes avec Daffy et Porky sauvent le monde, et c'est à peu près tout. Une suite réussie, émouvante, plus drôle, plus trépidante, et sur le plan narratif, dans la continuité du premier opus. C'est un plaisir de retrouver cet univers riche, ainsi que ses habitants vraiment attachants. En effet, le monde de Zootopie est vaste, et cette nouvelle aventure nous entraîne vers de nouveaux horizons aux côtés de Judy et Nick, pour mener une nouvelle enquête liée à un mystérieux serpent. De nombreuses références cinématographiques sont vraiment appréciables, et surtout bien placées dans l'histoire, telles que Shining, Ratatouille et bien d'autres. Franchement, c'est du régal, bravo. Pour le top 7, nous retrouvons La Venue de l'avenir, une comédie dramatique réalisée par Cédric Klapisch, à qui on doit notamment L'Auberge espagnole en 2002, ou plus récemment encore en 2022. Pour son nouveau long métrage, le réalisateur français explore une nouvelle fois avec beaucoup d'humour et de tendresse les liens familiaux et d'amitié, une thématique qu'il affectionne particulièrement et qu'il développe avec beaucoup d'émotion dans cette histoire d'héritage au sein de cette grande famille. Les personnages principaux sont d'ailleurs très bien développés et vraiment attachants. D'autre part, tourner un film en 1895 nécessite bien souvent une logistique conséquente, notamment les scènes en plan large, avec de nombreux figurants en costume d'époque. Les séquences sont d'ailleurs visuellement soignées et immersives au cœur de Paris, mais également au cœur de cette grande demeure familiale en pleine campagne. Enfin, Cédric Klapisch s'offre une très belle distribution avec Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Zinedine Soualem, Suzanne Lindon ou encore Sarah Giraudot. Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'est-à-dire? À bientôt, Gaspard. 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 Mon père, c'est qui mon père?
Oui, ça me semble évident que c'est le tableau d'un impressionniste. À la 6e place de ce top 10, nous retrouvons pour l'éternité le premier long métrage de David Frenn, un réalisateur irlandais indépendant. Il s'agit d'une magnifique comédie romantique et fantastique dont l'histoire, signée Patrick Cunnane, faisait partie de la blacklist d'Hollywood qui recense les scénarios les plus plébiscités encore non produits. Le scénario explore les frontières de l'amour et celles de la vie après la mort et offre ainsi une vision originale et inventive de l'au-delà avec son fonctionnement et ses codes. À cela s'ajoute une touche de mélancolie, un zeste d'humour et une bonne dose de surréalisme pour former un ensemble harmonieux, très plaisant à suivre et qui parvient à nous tenir en haleine jusqu'au superbe dénouement. Sans oublier une magnifique mise en scène avec une imagination débordante, une direction artistique rétro-futuriste très convaincante, ainsi qu'un triangle amoureux brillamment porté par Elizabeth Olsen, Miles Teller et Callum Turner. Pour la 5e place de top 10, nous retrouvons Marche ou crève, une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King et réalisée par Francis Lawrence, à qui l'on doit également Red Sparrow, Je suis une légende, Constantine et la plupart des films Hunger Games. Alors on va pas se mentir, sur le papier, l'histoire ne vend pas du rêve. En effet, adapté au cinéma, des hommes qui marchent pendant plus d'une heure, eh bien c'est risqué, notamment sur le rythme qui peut rapidement devenir monotone. Je m'appelle Ray Garati, tu peux m'appeler Ray. Moi c'est Peter McVries. Moi c'est Hank Olson et la marche c'est mon truc. On a créé la première longue marche il y a des années. Mais étonnamment, ce film de survie fonctionne et se révèle être même l'une des meilleures adaptations des romans de Stephen King au cinéma. Et malgré un schéma narratif classique, la maîtrise de la violence est le véritable atout de ce scénario. En effet, Francis Lawrence l'utilise à bon escient, il n'y a jamais de violence gratuite et toutes les scènes d'exécution sont vraiment utiles à l'histoire. Chacune d'entre elles sont choquantes, brutales et le réalisateur parvient même à nous surprendre à chaque perte humaine. Au-delà de ce jeu diabolique, il y a surtout une véritable amitié et de la solidarité. Les dialogues entre les personnages peuvent paraître la plupart anodins, mais la réflexion entre les deux protagonistes est vraiment intéressante. Le rythme est également maîtrisé avec une tension quasi permanente. Le scénario est donc de qualité à l'image de la mise en scène soignée avec de superbes plans séquences ainsi qu'une excellente jeune distribution. Aux marges de ce podium du top 10, nous retrouvons une bataille après l'autre, réalisée par Paul Thomas Anderson, une réalisation hybride avec plusieurs genres à l'écran, de l'action, du western et de la comédie, plus précisément une satire sociale, le tout sur un fond de protestation et de révolution civile. Il y a une véritable énergie au sein du scénario, c'est rythmé avec des dialogues ciselés, des fusillades, des courses-poursuites et un humour grinçant. En effet, par moments, le film prend un ton volontairement caricatural avec plusieurs séquences vraiment drôles, mais il parvient constamment à revenir habilement vers la situation sérieuse et dramatique de cette intrigue. Paul Thomas Anderson garde ainsi une maîtrise totale de son récit et y intègre des thématiques fortes telles que le racisme et les fractures sociales. Enfin, les personnages sont bien développés avec de la profondeur, tout particulièrement cette relation père-fille qui est à mon sens émouvante et attachante, portée par le talentueux Leonardo DiCaprio et la jeune Chase Infinity. Débutons le podium à la 3e place avec Pris au piège, un thriller réalisé par Darren Aronofsky et également l'adaptation du roman du même nom de Charlie Huston. Après un drame intense et riche en émotions avec Brendan Fraser, The Whale, le réalisateur américain change de registre pour nous offrir un long métrage énergique, haletant et parfois même drôle grâce à une pointe d'humour noir bien dosée. Voulant simplement rendre service à son voisin en gardant son chat, ce jeune New-Yorkais se retrouve dans un bourbier et va enchaîner les péripéties face à la mafia. Grâce à un rythme effréné, cette réalisation est captivante avec ses nombreuses séquences d'action, mais également immersive dans cette folie urbaine des années 90 au cœur des lieux authentiques de New York et de ses graffitis, de ses voitures d'époque, de ses bars ou encore de ses façades rétro. Une grande réussite menée par le jeune Austin Butler qui excelle dans ce rôle survitaminé et qui nous offre une excellente interprétation. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Hasta aquí llegaste, cabrón. Soit on y va à fond, soit on abandonne. La 2e place de ce top 10 est attribuée à Life of Chuck, une adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui offre l'opportunité de changer de répertoire pour Mike Flanagan, figure contemporaine du registre de l'horreur, connu pour ses excellentes séries sur la plateforme de streaming Netflix. Divisé en 3 chapitres racontés à rebours, Mike Flanagan nous offre une réalisation lumineuse et riche en émotions. Comme ses précédents longs métrages, le réalisateur américain reste fidèle à ces thématiques qui lui sont chères, l'humanité, l'art, le deuil ou encore les rêves. Également, le réalisateur américain nous offre une mise en scène variée sur l'esthétique, la lumière et le format d'image qui sont spécifiques
à chaque chapitre. C'est donc visuellement riche à travers ces 3 expériences différentes. Enfin, Tom Hiddleston, en tête d'affiche, nous propose une excellente interprétation émouvante aux côtés de Mark Hamill et Karen Gillan. La première place de ce top 10 2025 est attribuée à Better Man, réalisé par Michael Grassi, son 3e long métrage, après The Greatest Showman et le documentaire sur la chanteuse Pink. Très attaché à la comédie musicale, le réalisateur australien mêle ce genre cinématographique à celui du biopic pour nous offrir une aventure fabuleuse et sincère, celle du chanteur Robbie Williams. Du rire, des larmes et des frissons, l'histoire est passionnante, énergique et remplie d'émotions, et on y découvre la vie de cette célébrité sous un angle atypique et sans édulcorant. Robbie Williams est un singe. Alors pourquoi un singe à la place du chanteur? Eh bien c'est tout simplement un parti pris singulier qui permet au film de se démarquer dans le registre, notamment avec la sortie quelques mois après du film Un parfait inconnu sur Bob Dylan, et en quelque sorte ça lui permet d'aller au-delà des codes classiques du biopic. Mais c'est avant tout une belle métaphore pour représenter le chanteur durant les années 86 qui subissait une pression forte telle une bête sauvage. Bref, c'est un choix scénaristique fort et payant. Une belle métaphore pour représenter cet artiste qui subissait à l'époque dans les années 90 une pression assez forte, ainsi qu'un choix scénaristique fort et payant. Au-delà du scénario, la mise en scène est incroyable et inventive. C'est très coloré, les effets spéciaux sont maîtrisés, tout particulièrement ce singe numérique qui est visuellement impressionnant. La touche fantastique est également incroyable. Également, la reprise des chansons de Robbie Williams est un véritable succès. Michael Grassi a définitivement trouvé sa recette magique depuis The Greatest Showman. Je veux prouver que je peux y arriver seul. Prouver à qui? Tout le monde. Également quelques mentions spéciales qui n'ont pas pu être placées dans ce top 10. La mini-série Astérix Obélix, le combat des chefs, réalisée par Alain Chabat, est disponible sur Netflix. 5 septembre, un excellent long métrage entre drame, thriller et documentaire. Ainsi que Running Man, un film d'action et de science-fiction réalisé par Edgar Wright. Enchaînons directement sur les 10 pires films que j'ai pu voir au cinéma en 2025. C'est parti! Commençons ce flop 10 avec une impression de déjà-vu. C'est un peu le sentiment en sortant de la salle après la projection du film Dalloway. En effet, il y a quelques mois, Netflix nous proposait la série Cassandra, qui repose globalement sur le même fil conducteur, à savoir une intelligence artificielle qui au premier abord est au service de l'homme et qui malheureusement finit par prendre le contrôle. Sur le papier, l'intrigue n'est guère intéressante, pourtant Ryan Gosling a su nous surprendre dans le passé avec Boîte Noire, et de plus, les thématiques de ce thriller d'anticipation résonnent tout de même avec notre société actuelle, à savoir l'IA face aux enjeux écologiques, les dangers de l'IA dans le milieu culturel ou encore l'utilisation de l'IA dans notre quotidien tel que la médecine ou la domotique. Mais malheureusement, à vouloir aborder de nombreux sujets, Ryan Gosling finit par perdre notre attention avec ce méli-mélo rempli de clichés propres à ce registre. C'est lourd et à la fois creux, c'est inégal en termes de rythme, et le dénouement est très décevant. Enfin, le portrait d'une protagoniste sonnait juste avec un bon développement psychologique, mais ces quelques éléments positifs se noient dans ce scénario indigeste. Pour le flop 9, nous retrouvons Black Phone 2, réalisé par Scott Derrickson. Il y a déjà 3 ans que sortait le premier volet dans les salles obscures et ce fut à l'époque une véritable réussite, avec un suspense palpable et un dénouement sans véritable ouverture pour une suite. Pour ce second volet, sur la forme, le pitch aurait pu être intéressant afin d'en apprendre davantage sur ce meurtrier, mais également de connaître le véritable lien entre lui et les 2 adolescents ainsi que leur famille. Finalement, sur le fond, Scott Derrickson nous offre une histoire tirée par les cheveux et sans réelle nouveauté. Certes, les enjeux sont relativement clairs, mais malheureusement, le film manque cruellement de rythme et les scènes du dialogue sont interminables. Les rebondissements sont prévisibles et le fait de ressusciter le tueur dans les rêves de la fille ne fonctionne pas. Bref, une suite clairement dispensable sur le plan scénaristique. Bonsoir, Finney. Le flop 8, avec The Insider, Steven Soderbergh casse les codes du registre de thriller d'espionnage et nous propose une antithèse des classiques tels que James Bond 007, Kingsman ou encore OSS 117. Ainsi, le film se retrouve dépourvu de scènes d'action avec peu de rebondissements au profit de longs dialogues et d'ellipses. Sur le papier, pourquoi pas si le contenu nous tient en haleine. Encore faut-il s'accrocher en raison des nombreuses longueurs et surtout de comprendre réellement les enjeux
autour de cette intrigue parfois confuse. En effet, certains éléments de l'histoire sont difficiles à cerner, et plus l'intrigue avance, plus elle se complexifie, et finalement le dénouement n'apporte pas toutes les réponses à nos interrogations. Deux possibilités, soit accepter de ne pas tout comprendre et s'arrêter aux éléments assez basiques tels que les méchants, ce sont les Russes, soit ressortir de la salle déçu. Et pour ma part, je suis ressorti donc déçu. Dommage vu l'excellente distribution portée par Michael Fassbender et Cate Blanchett. À la 7ème place, nous retrouvons bizarrement la 7ème réalisation de Anne Leni, Dis-moi juste que tu m'aimes, un drame français avec des notes de thriller psychologique. L'histoire d'un couple en pleine crise et qui est mis à l'épreuve avec le retour d'un amour passé, ainsi qu'un chef d'entreprise manipulateur. Sur le papier, l'intrigue que nous propose Anne Leni est intéressante, mais sur le fond, malheureusement, la mayonnaise ne prend pas. En effet, plusieurs problèmes expliquent ce loupé scénaristique. Le premier, c'est l'absence de tension. En effet, les éléments perturbateurs ne marquent pas les esprits et malheureusement, le film est lent, voire très lent. Le second, c'est le manque d'émotion et d'attachement aux personnages. Forcément, ce couple ne touche pas le spectateur et c'est vraiment problématique pour un drame. Enfin, le dernier et selon moi le plus significatif, ce sont les mauvaises interprétations qui faussent la crédibilité de ce long métrage. Omar Sy montre une nouvelle fois qu'il n'est pas fait pour ce registre cinématographique. Et Élodie Boucher et José de Garcia sont constamment sur la surenchère. C'est vraiment mal joué et parfois même usant. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de la vie, c'est un cauchemar. Foutez-nous la paix. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence, je pensais plus qu'à ça. On est mariés. On a des mômes. Continuons ce flop 10 à la 6ème place, Jurassic World Renaissance, le 7ème volet de la saga initiée par Steven Spielberg en 1993. C'est aussi le 5e long métrage de Gareth Edwards. Changement d'ambiance, nouvelle histoire. En effet, le film est indépendant de la franchise avec un spin-off en quelque sorte. Et par conséquent, de nouveaux personnages. Que de nouveautés attendues pour cette aventure, et malheureusement, le scénario est décevant. D'un côté, le film renoue des liens avec les codes de la franchise, notamment sur le fait de proposer un récit d'aventure et d'exploration. En revanche, certains aspects scénaristiques posent vraiment problème, à commencer par les enjeux qui sont vraiment inintéressants et stupides. Augmenter l'espérance de vie de l'humain en récupérant de l'ADN sur des dinosaures mutants, vulnérables au climat sur Terre, mais à se demander où est la logique. Également, l'histoire manque véritablement d'originalité, avec une nouvelle fois une expédition dangereuse sur une île isolée et envahie par des dinosaures qui ont encore réussi à s'échapper d'un laboratoire à cause d'un papier de sneakers, sérieusement. Clairement, la recette est usée, et là où ça se gâte, c'est sur la conception visuelle des nouveaux dinosaures, assez loufoque, tout particulièrement le T-Rex mutant appelé D-Rex, avec une tête de xénomorphe. Bref, le rendu visuel est ridicule. Pour le flop 5, nous retrouvons Blanche-Neige de Mark Webb. Au-delà d'un manque de renouvellement, adapter les classiques Disney en live action n'est pas forcément quelque chose qui me dérange en soi, quand on a pu quand même être émerveillé par de belles réalisations ces dernières années, telles que Cruella, Maléfique, Dumbo ou encore Alice au Pays des Merveilles. En revanche, entendre Mark Webb dans une conférence de presse nous dire l'opportunité de raconter une nouvelle fois une mythologie pour la refléter dans l'époque dans laquelle nous vivons. Traduction claire et nette, transformons ce classique avec une petite sauce woke afin qu'il puisse plaire à tout le monde. Et avec ces stratégies bancales, les studios Disney n'apprennent pas de leurs erreurs et nous déçoivent une nouvelle fois. Tout d'abord par le choix de l'actrice Rachel Zegler, qui avait pourtant été surprenante dans le film West Side Story, mais qui ici n'est malheureusement pas convaincante. Mais également par ce choix de distribution qui ne reflète ni la princesse de l'œuvre d'origine, ni celle du conte des frères Grimm. De plus, elle reste dans l'ombre d'une reine majestueuse interprétée par Gal Gadot. Également, les acteurs secondaires qui accompagnent Blanche-Neige n'apportent rien à l'histoire et malheureusement ne sont présents que simplement pour cocher les cases du cahier des charges woke de Disney. Les 7 nains sont également malheureusement sous-exploités avec des dialogues anecdotiques et qui passent véritablement donc au second plan. Enfin, trop d'effets spéciaux tuent la magie du conte, notamment la transformation de la reine en sorcière qui est complètement ratée. Attendez. C'est une humaine. Vous pensiez que j'étais quoi? Rien. Un fantôme. Jamais la reine ne vous trouvera ici. On dit qu'il faut faire. Aux marges de ce flop 10, deuxième flop d'ailleurs de Steven Soderbergh de 2025, Présence, dans le registre de l'épouvante et du fantastique. Plus précisément, il s'agit d'un film sur les esprits qui a la particularité d'être tourné via une caméra subjective, racontant ainsi l'histoire à travers le point de vue du fantôme. Un parti pris original, qui offre également une dimension thriller à ce long métrage, avec une sensation permanente d'être observé par une présence inconnue. Mais malgré ce concept de mise en scène inédit, avec une réalisation impeccable et une fluidité visuelle, le scénario s'avère vraiment banal
et sans intérêt. En effet, les thèmes sont ordinaires, il n'y a aucun ressort permettant de véritablement nous surprendre, ni même de nous émouvoir. C'est long et ennuyant. La distribution sonore portée par Lucy Liu et Chris Sullivan ne permet pas de sauver le film du naufrage. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons Les Linceuls de David Cronenberg, inscrit dans le registre de science-fiction, qui est un film donc reposant sur une mystérieuse intrigue où la technologie permet aux êtres humains de se rapprocher de leurs défunts. Là où le linceul enveloppe le cadavre pour le dissimuler aux yeux de tous, la technologie GravTech permet au contraire de voir le corps se décomposer dans leur tombe. Malgré un concept accrocheur et des thématiques fortes telles que le deuil, le scénario est décevant. Le récit est convenu, inutilement étiré et par conséquent terriblement ennuyant. De plus, ces dialogues sont stériles et il est donc difficile de ressentir des émotions envers les personnages. En soi, le film est maîtrisé sur la forme avec un beau cadrage, mais ce n'est malheureusement pas suffisant. Enfin, côté distribution, Vincent Cassel n'est malheureusement pas convaincant dans le rôle du veuf riche, là où Diane Kruger nous offre une magnifique interprétation. Lorsque le cercueil de mon épouse a été descendu 6 pieds sous terre, j'ai été saisi d'un besoin viscéral d'y entrer pour pouvoir être à ses côtés. Vous n'avez pas envisagé la crémation? Êtes-vous à l'aise avec le macabre? Pour le flop de projet de longue date de la Warner Bros. Depuis les années 1970 et seulement approuvé en 2022, The Altonites, un film de mafia réalisé par Barry Levinson. Eh bien, que dire de ce Altonites? Eh bien, c'est une énorme déception, déjà par le choix d'un seul acteur pour un même rôle, franchement, quel intérêt, mais surtout par l'écriture d'un scénario qui n'apporte rien de nouveau dans le registre. Après une longue introduction, la rivalité entre Frank Costello et Vito Genovese manque d'intérêt et de profondeur. Les scènes de bavardage s'enchaînent et se ressemblent, le rythme est lent, avec de nombreuses longueurs, peu de rebondissements, peu d'action, une histoire prévisible et surtout des enjeux bien qu'importants sont mal présentés. Malgré une mise en scène soignée et immersive ainsi qu'une transformation réussie pour Robert De Niro, l'ensemble est trop juste pour en faire une réalisation passable. La première place, la crème de la crème, le flop 1 de cette année 2025 est attribué à Minecraft le film, une véritable purge de la part des studios Warner Bros. Les retours spectateurs sont pourtant unanimes et étonnamment le film a réalisé l'un des meilleurs démarrages de l'année 2025. Bienvenue dans un monde cubique, fade amer et qui ne raconte strictement rien. Après une introduction interminable, le scénario laisse place à une enquête basique, peu convaincante et sans véritable enjeu. Cette pseudo-aventure est entrecoupée de péripéties plus ou moins palpitantes et de scènes humoristiques vraiment peu drôles et parfois même gênantes. D'autre part, les personnages sont peu travaillés, simplement présents pour jouer un stéréotype et tenter de nous faire rire. Et finalement, on ne ressent aucun attachement pour eux. Mais finalement, le problème majeur de ce film, c'est qu'il ne sait pas véritablement où il va, ni même ce qu'il veut susciter chez le spectateur. Ni même d'ailleurs le public visé, car on pourrait se dire, eh bien, c'est pour les enfants. Et bien même pas au vu de certains passages parfois grossiers et malvenus dans le monde réel entre le villageois égaré et Marlène. La cerise sur le gâteau, c'est le placement grossier de produits qui enterre définitivement cette catastrophe cinématographique. Ce n'est pas divertissement, ce n'est pas drôle, c'est très brouillon. Bref, c'est risible. Mais on est où, là? T'es qui, toi, déjà? Garrett la poubelle, Garrison. Gamer de l'année 89. Mais c'est bon, j'y pense presque plus. Bienvenue à la surface. À noter que ce classement est purement subjectif puisque je n'ai bien évidemment pas pu voir toutes les sorties cinéma de l'année. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton top et ton flop 10 de l'année 2025 dans les commentaires et ne peut être abonné à la page Facebook, à la page Instagram mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. À très vite!